Lors de l'invasion marocaine et mauritanienne de notre territoire, nous n'avions pas une armée constituée ni l'expérience de la guerre. L'Espagne s'est retirée dans la précipitation et à cette époque, nous n'avions pas beaucoup de gens instruits et formés militairement, à l'exception bien sûr de ceux qui avaient été enrôlés dans les camps de l'armée espagnole, mais qui étaient extrêmement peu nombreux. La résistance contre l'occupant est véritablement partie de rien. C'était le néant tant au niveau des effectifs qu'en ce qui concerne l'instruction et l'expérience militaire. Ceux qui ont résisté contre l'occupant maroco-mauritanien étaient des gens de la société civile, des commerçants, des éleveurs, des enseignants ou de simples bergers. Ce sont ces gens-là qui ont commencé à résister contre l'occupation engagée dans la résistance nationale, et c'est cette expérience acquise sur le terrain qui fut leur école de formation. À l'époque, ce fut un moment extrêmement difficile parce que l'on avait deux rôles à avoir. Il fallait premièrement résister contre l'occupant, s'instruire et après pouvoir aussi sauver les civils qui fuyaient l'occupation marocaine. Ça, ce fut dans les premiers temps, au tout début, et ce que nous appelons la guerre mobile. Cette étape s'est divisée en deux parties. La première partie consistait à endiguer l'avancée et la progression militaire de l'ennemi sur notre territoire, et en même temps, nous nous efforcions de sauver le maximum de civils qui fuyaient devant l'invasion de l'occupant marocain. La deuxième partie, c'était vraiment la guerre, et cela consistait à contrecarrer l'occupant et organiser des attaques proprement dites, et cette étape a été dirigée par le fondateur du Front Polisario, El Wali Mustafa Sayed, qui a attaqué en plein été la capitale mauritanienne qui se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres de nos bases arrières et de nos lignes de défense. À ce moment-là du conflit, notre objectif était de faire sortir la Mauritanie de la guerre, ce qui fut fait après le coup d'État militaire et le renversement du régime de Mokhtar Ould Daddah, afin de contraindre le Maroc à s'engager seul dans ce conflit, sans compter sur les actions militaires mauritaniennes. Là, malgré l'appui militaire que la France apporta au Maroc, notamment avec ses avions Mirage et l'envoi de soldats marocains aux côtés des soldats mauritaniens, la Mauritanie a subi tellement de défaites et de pertes en hommes qu'elle a fini par renoncer à poursuivre la guerre contre le Front Polisario. Après ces événements avec le régime de Dada, le Front Polisario a déclaré un cessez-le-feu unilatéral avec la Mauritanie qui a duré environ un an avant que les Mauritaniens décident finalement de faire un pas vers la paix avec le Front Polisario. La Mauritanie a signé avec nous un accord de paix, ce qui a permis à nos forces armées qui combattaient sur deux fronts de pouvoir remonter et de se concentrer sur le front principal, selon nous, qui était dans le nord contre l'occupant marocain. À l'époque, le regroupement de toutes nos forces contre l'armée marocaine nous a permis de libérer plus de 80% du territoire national, ce qui a conduit les forces armées marocaines à se concentrer dans ce qu'ils appelaient à l'époque le triangle utile. Ainsi, nos forces ont mené de nombreuses attaques dans des villes du sud marocain. Cette situation désastreuse dans laquelle se trouvait l'armée marocaine a poussé les autorités à faire appel à ses principaux alliés historiques de l'époque, à savoir la France et l'État d'Israël. En ce qui concerne la France, l'aide consistait principalement en la fourniture de matériel militaire, comme des avions, et la formation de soldats, notamment les pilotes de chasse. Israël, pour sa part, conseilla le Maroc dans la construction d'un mur sur plusieurs milliers de kilomètres, ce qui a évidemment changé le déroulement et les aspects de la guerre avec ce mur défensif.
Je ne vous cache pas que dès la première année de sa conception, le mur défensif nous a posé un gros problème, stoppant ainsi nos actions basées essentiellement sur nos capacités d'action rapide contre les positions marocaines. Et nous avons été contraints de modifier notre stratégie et de réfléchir à notre mode opératoire. Le mur nous a conduits à définir une nouvelle stratégie. C'est ainsi que nous avons introduit dans notre guerre face à ce mur ce que l'on peut appeler la guerre d'usure, c'est-à-dire de créer une instabilité permanente le long de ce mur d'une longueur de 2720 km, se caractérisant par des harcèlements continuels, des positions marocaines prenant la forme de pilonnages brefs et précis en de multiples lieux contre les postes de garde marocains. Par ailleurs, nos observations détaillées de ce rempart nous ont permis d'en identifier les faiblesses. C'est ainsi que nous avons utilisé ces faiblesses contre le mur lui-même. Il nous a donc été permis de créer des infiltrations à l'intérieur du mur et de pénétrer loin derrière le mur pour y mener des opérations contre l'occupant marocain et de faire des prisonniers parmi les soldats marocains. واللي كان النجاح فيها كبير قباله ولا يقل الأهمية عن النجاح اللي عدلنا في المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الحرب المتحركة. Pour illustrer mes propos, vous verrez derrière moi de nombreux matériels qui sont des prises de guerre à l'armée marocaine, notamment des canons de 155 mm de fabrication française, lors d'une opération que nous avons menée en 1987. C'était une batterie d'infanterie qui fut capturée derrière la partie nord du mur alors qu'elle en était éloignée de 8 km. C'est ainsi une nouvelle preuve que nous avons été capables de mener des opérations d'envergure contre l'armée marocaine malgré la présence de ce mur. Autre exemple d'opération menée dans la partie sud contre le 3e RIM, le 3e régiment d'infanterie motorisée, lors de la bataille d'Oumdrega. Lors de cette attaque, une partie de ce régiment a subi de très lourdes pertes. Le commandant du régime, le colonel Abdelslam Labidi, et le capitaine Afidi Sidi El-Milani furent tués par l'action de notre bataillon motorisé, ainsi que de nombreux soldats marocains. Aujourd'hui, nous trouvons de nouvelles stratégies d'attaque contre les forces marocaines pour faire face à l'évolution de la situation. Je dois reconnaître que les forces armées royales ont été conçues par le colonisateur français bien avant qu'il ne soit question de l'invasion du Sahara occidental. C'est une armée régulière qui dispose d'une bonne expérience, avec un encadrement de qualité, ayant participé à des guerres, notamment au Moyen-Orient, contre à l'époque l'État d'Israël. C'est donc une armée de qualité. وهذا الجيش كانت عنده تجارب ثانية حتى على أنه قد شارك يعني في الحروب العربية ضد إسرائيل بالإضافة على أنه جيش C'était une armée importante aussi en raison de ses effectifs et qui pouvait compter sur ses alliés occidentaux comme la France, les États-Unis ou l'Espagne et d'une manière générale sur tout le monde occidental. Et par ailleurs, l'armée marocaine bénéficiait aussi de l'aide des bailleurs de fonds du Moyen-Orient qui s'occupaient du paiement des factures liées à l'achat d'armements comme le faisaient l'Arabie Saoudite, l'Irak de Saddam Hussein et d'autres pays arabes. Face à cela, cette armée que je viens de décrire a combattu face à une force armée qui, elle, n'était principalement composée que de commerçants, d'enseignants et de civils non formés. Ainsi, si l'on place face à face les deux armées qui ont combattu et que l'on tient compte des effectifs réduits du Front Polisario, les combats n'ont bien sûr pas permis d'aboutir pour notre part à des résultats satisfaisants.
Mais même du côté marocain, malgré notre faible expérience et cette armée peu équipée et réduite, comme je vous l'ai décrit, nous avons mené malgré tout cette guerre d'usure et de longue haleine avec laquelle nous pouvons afficher de bons résultats parce que nous avions toujours l'initiative. Ensuite, nous disposions d'un facteur essentiel, à savoir la connaissance du terrain. Et surtout, nous étions très motivés. Nous nous battions pour une juste cause, recouvrir notre patrie. Du côté marocain, les militaires étaient reclus dans leurs tranchées souterraines, derrière le mur défensif, exposés à nos obus et nos bombes qui pouvaient les frapper d'une minute à l'autre. Ils n'avaient aucune initiative. C'est nous qui avions la maîtrise des actions. Nous décidions où et quand nous menions des opérations. Et jusqu'en 1991, ce sont nos forces armées qui maîtrisaient totalement l'initiative de la guerre sur l'ensemble du territoire que nous défendons encore aujourd'hui. Face à cela, la réaction marocaine prenait très souvent la forme de raids aériens, notamment au début de la guerre. Mais lorsqu'ils ont compris que leurs raids aériens ne donnaient pas de bons résultats, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que durant ces 16 années de guerre, nous avons abattu plus de 76 avions entre les chasseurs, les avions de transport, de matériels et de troupes et les hélicoptères qui survolaient notre territoire. Sans oublier les nombreux avions qui ont été touchés, mais qui ont pu malgré tout atterrir en dehors de nos portées, pour lesquels nous n'avons pas de connaissances exactes. Mais la plus grande réaction qu'ils ont eue fut la construction du mur défensif. حل مشكلة ولا كانت قد تعدل ردة فعل. ردة الفعل الكبيرة اللي خلقت هي الأحزمة الدفاعية، والأحزمة الدفاعية اللي تم إفشالها كيف سبق الإشارة. وهون لابد من الإشارة الملاحظة فقط صغيرة عن الأحزمة الدفاعية حتى الأحزمة الدفاعية. Ce mur, ils ne l'ont pas construit du jour au lendemain. Ils l'ont fait sur 6 étapes et durant 7 années. مراحل وخلال 7 سنوات.